Je me suis dit, c'est dingue, quoi, comme ça peut nous bouleverser, nous remuer, quoi. Et donc, pareil, j'ai fait un lien, et puis que ce soit la musique tzigane de mes grands-parents, et puis les larmes qui venaient, je me suis dit, la musique, ça a une puissance. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Michel Jonas, bonsoir. Bonsoir. Bien, alors bienvenue à Tout le monde en parle d'abord. Et puis vous avez déclaré pour beaucoup de monde, quand on ne vous voit pas à la télé, c'est que vous faites rien. Oui. Et c'est chiant parce que quand on vient de se taper 18 heures de studio, c'est un peu emmerdant, quoi. Oui, ça m'est arrivé souvent. Je sortais du studio, il était 7h du mat, puis il y avait des gens qui me croisaient dans la rue, qui me disaient « Bah alors, qu'est-ce que vous foutez ? On vous voit plus, etc. » C'est vrai que les gens, quand ils ne vous voient pas à la télévision, ils pensent que vous ne travaillez pas. Et moi, j'ai besoin de temps pour écrire, j'ai besoin de temps pour enregistrer. Bah oui, c'est normal. Si alors, ça se trouve, Daniel Gilbert a fait un disque. Mais peut-être, même deux. À mon avis, 4. Alors, vous venez pas pour rien, parce que vous venez pour un film, et puis pour un disque. On va parler des deux. Vous savez comment ça se passe, hein? Non. Ah si. C'est un peu terrible, vous êtes obligé de faire ça, là. Lolo, est-ce que vous êtes dans une soirée positive ce soir? Est-ce que vous Tu as joué le jeu 5 minutes, je vais en faire autant. Ah. Alors, oui, vous êtes à l'affiche d'un film qui s'appelle Lisa, de Pierre Grimblat, avec Benoît Magimel, Marion Cotillard, Sagamore Stevenin, Jeanne Moreau, enfin, il y a du beau monde. Et c'est l'histoire. Je vais raconter l'histoire? Si vous voulez, je peux vous aider aussi. Je vais me lancer. Alors, c'est l'histoire de Sam, qui est joué par Benoît Magimel, qui est votre fils, en fait, dans le film. Il ne veut pas reprendre le magasin de disques que vous possédez, que vous venez de monter, parce que vous faites plein de faillites, vous. Oui, je vais de faillite en faillite. Alors, ce Sam en question, qui est votre fils, Benoît Magimel, il veut devenir cinéaste. Et il fait un premier court-métrage, parce que c'est la tradition, quand on va faire du cinéma, on commence par faire des courts-métrages. Et il choisit le cinéma d'avant-guerre. Et à la Cinémathèque, il découvre un acteur oublié, un acteur d'avant-guerre, qui s'appelait Sylvain Marceau, qui était interprété par Sagamore Stevenin dans le film Lisa. Et c'était une star montante du cinéma avant-guerre qui a disparu pendant l'occupation. Et dans une boîte d'un film qui s'appelle Princesse Marouchka, qui est un film qui n'est jamais sorti, il retrouve une photo. C'est une très belle histoire. Il retrouve une photo de ce Sylvain Marceau avec une actrice qui s'appelle Lisa Morin, qui est jouée par Marion Cotillard quand elle est jeune et par Jeanne Moreau quelques années plus tard. Et donc il retrouve cette Lisa Morin et elle lui raconte la passion qu'ils ont connue tous les deux, c'est-à-dire elle et Sylvain Marceau, l'acteur. En 1939, ils se sont rencontrés dans un sanatorium dans les Alpes. Et puis la guerre est arrivée, et voilà, et puis ils ont été évidemment séparés. Je suis assez fier d'avoir participé à ce film, parce que c'est un film, après l'avoir vu, que l'on garde en soi longtemps. Vous savez, on revoit des images, on se souvient d'une émotion ressentie. Je crois que c'est ça un bon film, hein. C'est un film qui ne s'arrête pas quand la salle se rallume, quand on le garde. Alors, ce Sylvain Marceau, en fait, dans le film, il s'appelle Sylvain Kaplan, en fait, mais sa mère l'a élevé, l'a pas fait circoncire, elle l'a élevé chrétiennement, en lui parlant de nouveau rameau, en lui disant « tu as un nouveau rameau ». Tu es le rameau nouveau, oui. Le rameau nouveau, et il prend conscience, en fait, pendant le film, c'est toute l'histoire, il prend conscience de sa judéité, il choisit d'avoir le sort des autres juifs dans le film, et il est déporté par les nazis. Et Sam, votre fils, lui aussi, c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est-à-dire que lui aussi, vous et sa mère, lui avez jamais vraiment parlé de ça, c'est toujours le rameau nouveau, et il prend conscience de sa judéité, il prend conscience aussi de qui est son père. De toute façon, je crois que c'est une question qu'on se trimballe tous, quoi, qu'on se pose au moins une fois dans sa vie quand on est juif. Ce truc de qu'est-ce que c'est qu'être juif? La question, elle est plus brûlante à l'époque de l'occupation pour Sylvain, évidemment, elle est vécue d'une façon plus brûlante, plus dramatique, je dirais, mais elle est la même aujourd'hui pour Sam, mon fils. Elle est la même parce que ses parents lui disent à un moment, nous, on était 2 enfants cachés pendant la guerre. Et d'ailleurs, quand Pierre Grimblat vous a contacté, vous êtes allé le voir, vous avez lu cette scène, et vous avez eu beaucoup d'émotions, ce qui est normal. Et quand vous avez relevé la tête, vous avez vu que Grimblat avait les larmes aux yeux aussi, et donc, évidemment, l'affaire était... elle était là. L'affaire était là. Vous avez compris tous les deux en même temps que vous avez pleuré ensemble, vous avez compris tous les deux que... Et c'est aussi le cinéma qui fait le lien entre ces deux destins, ces 2 hommes. Mais surtout, pour moi, Lisa, c'est vraiment un film d'amour, quoi. Le vrai lien entre toutes ces destinées dont vous avez très bien parlé, c'est vraiment l'amour. Mais alors vous, contrairement aux héros du film, enfin aux 2 héros qui sont Sylvain et Sam, vous avez toujours su vos origines, on n'a pas essayé de vous élever dans votre famille chrétiennement, etc. Vous avez toujours su. Vous avez toujours eu ce sentiment d'appartenir. Vous dites, j'ai le sentiment d'appartenir à un peuple, ça vous le saviez toujours. Mais vous dites aussi, ce sentiment peut être dangereux, pourquoi? C'est vrai que je me suis toujours senti juif, bien sûr, je l'ai toujours su. Mais je n'ai pas été élevé dans une
tradition religieuse. On faisait pas le Shabbat, etc. Il y avait pas ces... Mais donc, moi, le premier contact que j'ai eu avec... c'est la douleur. Ce qu'on me racontait, ce qu'on me disait, moi, c'était c'est douloureux d'être juif, c'était les histoires de déportation de ma famille, etc. Donc, si j'ai dit que c'était dangereux, c'est parce que, oui, c'est ce qu'on me faisait... Je suis né en 47, vous voyez, c'était pas très lourd. Vous êtes né à Drancy, ce qui est incroyable en plus. Oui. C'est quand même, il faut dire à nos amis qui ne le savent pas, c'était le centre de tri pour expédier les trains dans toute l'Allemagne. C'est fou d'être né à Drancy. Il y avait une peur un peu. On le sait bien que cette génération-là, qui est venue tout de suite un peu après la guerre, pourquoi il y en a beaucoup qui n'étaient pas circoncis, il y avait encore... C'était une des raisons. Hein. On ne sait jamais. Ça peut recommencer. Dans le film, on l'a vu, la scène, hein, Benjamin, que je joue, le père dit, on ne sait jamais. Ça peut recommencer. Il y avait tellement, c'était tellement fort et tellement intense, quoi, cette peur-là, que voilà, on ne sait jamais. Alors, vous êtes d'une famille d'origine juive hongroise, hein, donc comme je l'ai dit, né à Drancy. Votre père était représentant de commerce, qui n'est pas loin en fait, du personnage que vous jouez dans le film. Et le dimanche, vous alliez écouter de la musique tzigane chez les grands-parents. Oui, ça, on allait chez les grands-parents et puis il sortait le tourne-disque, là, Tepaz, là, puis il sortait les vieux disques tziganes hongrois. Et c'est vrai que ça a été mon premier contact avec la musique. Quoi. Pour moi, la musique, c'était ça. La musique, ça transformait les gens. Ça avait un pouvoir incroyable. Quoi. Au bout d'un moment, avec le vin et puis la musique, en plus, c'était quand même des gens qui étaient des rescapés de la Shoah. Donc, ils disaient qu'il faut vivre la vie comme un miracle. Quoi, parce que c'est vrai qu'après, ce qu'il aurait pu leur arriver, le fait d'être toujours là, d'être toujours en vie, ça leur donnait une force extraordinaire. Une force et donc une intensité de vie et donc une joie de vivre. Donc, il y a en même temps une douleur de ce qu'ils ont vécu ou de ce que leurs amis ou leur famille, ou leurs parents ont vécu, et en même temps une telle joie de vivre qu'on passe du rire aux larmes. Il n'y a pas de banalité, on rit, on pleure, mais en tout cas, il y a une joie. L'homme, il n'est pas là pour souffrir, quoi. Il y a une joie intérieure, comme si c'était en attente, quoi. Comme si elle attendait pour voir s'exprimer. Alors vous n'étiez pas, se dévoile. Comme vous l'avez dit, vous n'étiez pas religieuse, c'est-à-dire il n'y avait pas de pratique religieuse. La seule chose pour laquelle vous priez à l'époque, c'était pour avoir du beefsteak et du purée à midi. Oui, tiens. Et puis, plus tard, vous avez mené une espèce de quête spirituelle. Non, mais vous avez beaucoup cherché à l'époque. À droite et à gauche, oui. Vous avez vu des rabbins, vous avez vu des prêtres, vous avez vu des gourous. Oui, j'étais en Inde, etc. Mais... Alors aujourd'hui, Michel, vous êtes plus proche de l'hindouisme, non, des philosophies orientales? Mais qu'est-ce que... Non, d'abord, je ne suis pas On t'a vu avec Séverine Ferrer, alors arrête. Je me suis intéressé par les circonstances de la vie. Attendez, c'est pas un reproche. Mais non, d'abord parce qu'on a pratiquement le même âge, on a tous connu l'Orient à peu près à la même époque. Et je pense qu'aujourd'hui, les pays d'Europe et d'Occident ont beaucoup à apprendre de la philosophie orientale. Je veux dire, c'est pas un reproche. Je suis pas en train de vous traiter de vieux baba, là. Non, mais c'est exact. Mais c'est. Aurobindo, Satprem, c'est des gens qui. Vous connaissez? Bah oui, je connais. C'est des gens qui ont Auroville, Pondichéry. Bah oui. C'est des gens qui ont des choses à nous apporter, bien sûr. Ah oui, à ça, beaucoup. Non, mais mais profitez-en, là, non, sérieusement, là, vous êtes à la télé. Oui. Je vous dis un truc, là. On est à la télé, on parle de Lisa, on en a parlé, on va en reparler. D'accord, je veux bien. Mais profitez-en pendant 5 minutes pour essayer, parce que les gens sont... D'accord. On est tous perdus dans notre époque. Dites-leur, voilà, pourquoi vous pensez qu'il y a quelque chose à trouver de ce côté-là. Top chrono. D'accord. Qu'est-ce que c'est qu'une religion? Qu'est-ce que c'est que les religions? À quoi ça sert? Pour moi, ce sont des moyens qui permettent aux hommes... des moyens qui diffèrent selon les hommes, selon les lieux, selon les périodes, qui permettent aux hommes de se mettre en relation avec leur nature divine. Ça, c'est une question de foi, mais il n'y a pas de vérité là-dedans. Et à partir du moment où l'appel est suffisamment intense, où le besoin est suffisamment intense pour se mettre en relation avec cette nature divine intérieure, tous les moyens sont bons, c'est pas les moyens qui comptent. On s'en fout des moyens. Peu importe le véhicule, du moment qu'on y va. Ce qui compte vraiment, c'est est-ce qu'il est vraiment intense, ton besoin, cet appel-là, vers quoi? Vers quelque chose que tu sens, toi, qui est riche, qui est beau, Alors, il y a des réponses, quelquefois, avec cette question qu'on se trimballe, mais depuis qu'on est môme. Moi, je me trimballe une question depuis que je suis môme. Il y a quelque chose qu'on ne m'explique pas, il y a quelque chose d'autre. Et il y a des réponses qui résonnent plus que d'autres. Alors, c'est vrai, quand j'ai rencontré Sri Aurobindo et Mère et Satprem, ça a été une réponse forte, parce qu'il ne me parlait pas des choses en isme et de religion et de machin. Il me disait, il y a une prochaine étape dans notre évolution.
Et ça, c'est une vraie révolution. Oui, et ça leur théorie, je m'intéresse. dis ça pour nos amis téléspectateurs, c'est que l'état actuel de l'homme n'est qu'un des maillons, n'est qu'un des, Voilà, c'est pas le étapes de sommet l'évolution de l'humanité. Il y a quelque chose d'autre. Ce qui est tout à fait clair. Qu'est-ce que c'est cette autre étape? Si nous ne sommes pas le sommet de l'évolution, qu'est-ce que c'est cette autre étape? Bien sûr. Mais là, nous sommes des explorateurs face Quelle à ça. prétention de croire qu'on serait l'aboutissement de l'évolution. Si toi, oui, quand même. Moi, plus que toi, Laurent. La preuve. Bien. Non, mais voilà. Cette exploration m'intéresse. Et donc, puisque tu m'as... c'est vrai que la télévision est un espace précieux. Mais la télévision peut servir à dire des choses intelligentes aussi. Alors, je conseille la lecture de Mère et Cherobindo et de Satprem, et d'autres, bien sûr. Mais d'être surtout pur et intense dans son appel et dans son besoin. Voilà. On n'est pas obligé de dire que des conneries à la télé. Bien, alors un jour, je reprends votre enfance, parce que c'est quand même assez extraordinaire. Un jour, vous découvrez complètement par hasard, et ça vous amène là où vous êtes arrivé après, que votre père était chanteur, en fait. Oui. Il était en Hongrie, chanteur de cabaret, et que ses parents étaient chanteurs d'opérette. Non. Ah non. Oui, d'accord, oui, c'est vrai. Si, ses parents étaient chanteurs d'opérette, et vous avez un autre grand-père maternel, celui-là qui était chanteur à la synagogue. Que je n'ai pas connu. Voilà, donc en fait, un jour, vous avez découvert que vous veniez d'une famille de chanteurs, simplement votre père, il n'avait pas eu de succès. Oui, ça n'avait pas, oui. Et c'est votre père qui un jour vous a amené dans les années 60, au début des années 60, à l'Olympia. Et vous avez vu Édith Piaf, vous avez décidé de devenir artiste à ce moment-là? Non, mais c'était un vrai choc, quoi. C'était incroyable, cette petite bonne femme. Je me souviens de ce moment-là, quoi. Ça a été la première fois que j'étais dans un musical, c'était à l'Olympia. On avait annoncé le nom d'Édith Piaf, le rideau était fermé. Vous savez, à cette époque-là, les chanteurs, et on ne voyait pas les musiciens, ils rentraient comme ça, puis elle est rentrée tout doucement. Elle était déjà un petit peu... C'était tout doucement sous les applaudissements. Elle s'est plantée devant le micro, cette petite bonne femme, avec sa petite robe noire, avec ses mains comme ça. Elle a plaqué ses mains contre ses cuisses, et elle a chanté. Et puis sa voix qui remplissait cet espace de l'Olympia. Et puis nous, on était là, puis je me suis dit, waouh! C'est quoi ce truc-là? Ça avait une force, ça avait une puissance, la chanson. Je me suis dit, c'est dingue, quoi, comme ça peut nous bouleverser, nous remuer, quoi. Et donc, pareil, j'ai fait un lien, et puis que ce soit la musique tzigane de mes grands-parents, et puis les larmes qui venaient, je me suis dit, la musique, ça a une puissance. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Quoi. Et voilà. Et alors, le vrai déclic, c'est en 62, en fait, vous avez 15 ans, et vous claquez la porte du lycée, vous cassez. D'abord, il faut dire la vérité. J'étais pas doué. Vous n'étiez pas doué, puis les autres, c'est pas très sympa avec vous, parce qu'à l'époque, vous étiez un petit peu enrobé. Hein, et alors, on l'appelait Jonas la baleine, si tu veux, à cause de... Oui, dans les petites classes, hein, pas après. Ouais, pas après. Bon. Oui, Jonas la baleine. Et puis alors, vous en avez marre, et vous dites, j'en ai marre des il faut. Oui. Oui, j'avais un problème avec le devoir, je l'ai toujours d'ailleurs. Quand ça va s'arrêter, je supporte plus. Et là, vous partez, alors vous savez pas très bien, vous faites de la peinture, du dessin, de la comédie. Exact. Mais avec une vraie certitude que vous alliez y arriver. C'est-à-dire, vous n'avez jamais douté de votre destin. Non, c'était, alors oui, c'est ça. Est-ce qu'on prévoit le futur ou bien est-ce que cette conviction fait le futur? Je sais pas, parce que moi je crois plutôt qu'on est créateur de sa vie. Mais c'est vrai que j'avais cette conviction-là tellement j'avais... Ah oui, j'étais pas bien à l'école, quoi. Ça a été des années terribles et je me suis dit, la liberté. Et pour moi, c'est vrai que la liberté, c'était de pas avoir de compte à rendre à quelqu'un ou à un patron, ou etc. Et le truc artistique, c'était, voilà, vous voyez, avant que la musique m'emporte, qu'elle me fasse des clins d'œil et que je me laisse séduire, c'est vrai que j'ai commencé par l'art dramatique. En fait, vous avez commencé avec, moi, quelqu'un que je connais, je sais pas qui le connaît encore ici, Vigon. Oui. Vigon et les Lemons, c'est avec votre copain Goldstein. Ah, moi je connais, bah oui. Je connais Vigon Vert. Ah bon, Vigon, c'est connu? Ah, ben c'est assez connu, Vigon, quand même. C'est un chanteur de rock qui était quoi, marocain, non? Il est toujours. Il est toujours. Ah, il est toujours en vie, Vigon? Ah ben, il est toujours, Vigon, non si seulement il est toujours en vie, mais il est toujours au Maroc et il chante toujours. Il a un endroit, je crois qu'il a un restaurant où il chante tous les soirs. Oui, oui. Bah, il nous regarde peut-être, Vigon. Oui. T'imagines, Vigon, mais t'as pas connu ça, toi. Et alors, après, vous faites le King Set. Oui. Toujours avec votre copain Goldstein. Et puis après, vous finissez quand même par chanter tout seul. Vous faites les textes avant les musiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'auteurs-compositeurs qui font l'inverse, qui commencent par les musiques et qui collent des textes. Et vous, c'est l'inverse. Oui, pour moi, ça me paraît naturel, quoi. C'est les mots qui vont faire naître la musique. Oui. Donc, vous dites la musique est là pour exprimer ce que suggère le texte. C'est exactement la façon de travailler de Julien Clerc. Vous dites le texte porte sa rythmique en lui. Et les gens font en général l'inverse. Bien, eh bien, vous restez avec nous. Ah, avec plaisir. Maintenant, nous allons passer à l'anti-portrait chinois de Michel Jonas. On ne bouge pas pendant le jingle. Bafi. Pourquoi? Il a bougé ou pas? Bien, alors, vous connaissez le portrait chinois. Le portrait chinois, c'est si tu étais une fleur, je serais un myosotis, mettons. L'anti-portrait chinois, c'est juste l'inverse.
C'est si vous étiez une rupture, par exemple. Une rupture de rythme. Une rupture de rythme. Voilà. Une injure. Oh la vache, putain. Alors, Oh, c'est bien, merde. déjà. Ah oui, c'est ça une injure. Non, mais tu m'énerves. C'est quand une injure, c'est on lance à quelqu'un ou c'est un Très juron? méchant. Quelle est la pire injure que vous pouvez dire à quelqu'un? Violent, Nadine de Rothschild. Ah non. J'aime pas ça, les injures. Tu m'énerves, c'est ça que je dis. C'est tout. Mais t'es fou, la violence des propos. Mais t'es dingue. Oui, mais bon, mais je peux pas. Mais on va se faire censurer, t'es malade. Oh, mais ta gueule. Ta gueule. Pardon. Si vous étiez une maladie. Il est gentil, t'as vu ta gueule. Crotte. Ah Oh merde. Tu peux dire enculé, voir. Ah non, je C'est peux pour pas. voir. Non, mais je peux pas. Essaye. Excuse. Non. Cul. Non. Vas-y. Il y a des choses que je peux dire. Pourtant, mais- t'envoies dans le métier, hein. Si vous étiez une maladie. Ah, alors une maladie qui serait pas grave, mais qui pourrait, par exemple, donner de la fièvre. Parce que je sais pas, moi j'ai des souvenirs d'enfant Le où j'avais thermomètre. de la fièvre. J'étais dans mon lit, puis je sais pas, c'était un état qui était assez agréable. Ouais, quoi. jambon Ça- coquillette quand on était malade, ça c'était se fait- sympa. non, ouais. mais non, mais juste que ça Jambon tournait un peu, que coquillette. j'avais comme un vertige. Ça donnait comme un vertige, comme un truc un peu coconneux là. Et c'était pas Une désagréable. maladie ça. qui donne de la fièvre. Si vous Mais étiez qui est un- pas grave, hein. Ouais. Si vous étiez une guerre. Oh ben une guerre de mômes alors, parce que moi j'aimais bien ça. Alors les guerres que faut. La guerre des quand on- boutons. Ouais, mais enfin, quand on imite les bruits et tout ça, je savais bien faire le. Voilà, tout ça quand on est derrière les arbres et tout ça. Ouais, d'accord. Un vice. Un vice, la gourmandise. Si vous étiez une arme. L'humour, Un supplice. les L'humour de Jean Roucas. chatouilles, des chatouilles. Des chatouilles. Si vous étiez un poison. Le sucre alors. Ouais. Un dictateur. Un dictateur, oh là, je vais pas être original, sûrement que d'autres l'ont dit, mais enfin j'en vois qu'un, c'est Charlie Chaplin. Ouais. Non, personne l'a dit. Personne l'a dit. Personne vrai. l'a dit, non. Une infirmité. Timidité. Ouais. Ça va, là. Oui, là ça va, je suis bien. Un assassin. J'ai été un assassin. Ah oui, dans le Mais film. plusieurs fois, non. Dans des rêves. Mais plusieurs Ouais. fois, c'est très curieux. J'aurais dû en parler un jour. Un psy, je devrais en Allonge-toi parler. 20 minutes. Ben, j'ai souvent été un assassin qui n'était pas pris. Je savais qu'il savait que quelqu'un avait tué, mais il ne savait pas encore que c'était moi. Je courais. Enfin, ça doit être un truc de culpabilité Il qu'on va rêve me de sortir, ce là. truc. Une torture. Chatouille. Une humiliation. Gratouille. Tant qu'on est parti dans le très hard, hein. Si vous étiez une mort. De rire. Voilà, Michel Jonas. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.